Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chezeville à l'antenne. Je suis très heureux de vous retrouver, comme chaque semaine, pour notre rendez-vous Panorama Info. Il serait sans doute erroné de vouloir comparer des événements historiques, plus ou moins lointains, aux événements que nous vivons actuellement. Les époques sont différentes, ainsi que les mentalités, les institutions, le poids des médias ne sont pas non plus les mêmes. Cependant, il est toujours possible de tirer certains enseignements de l'histoire. Ces enseignements peuvent nous être utiles dans l'appréciation que nous tentons de faire d'une situation présente. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis persuadé depuis longtemps de l'importance de l'histoire dans les programmes de l'éducation nationale. Je m'insurge avec vigueur contre les refontes de ces programmes, contre la réduction qualitative de leur contenu, contre la disparition de toute chronologie ou contre une certaine repentance anachronique pour les méfaits du passé. Aujourd'hui, je voudrais brièvement revenir sur la chronologie des années 30 du siècle dernier. Le 7 mars 1936, Hitler a envoyé son armée occuper les régions situées à l'ouest du Rhin, cette partie de l'Allemagne connue sous le nom de Rhénanie. Les grandes puissances de l'époque, Royaume-Uni, États-Unis et France, n'ont pas réagi face à cette violation flagrante du traité de Versailles, signé moins de 20 ans auparavant. Le gouvernement français fut fortement tenté d'intervenir, puisque cette occupation menaçait directement la partie est de la France. Mais faute d'accord et d'appui anglo-saxon, il n'en a rien fait. Après tout, la Rhénanie était un territoire allemand, et la présence de l'armée allemande n'y était donc sans doute pas complètement illégitime, même si cette présence violait le traité qui avait mis fin à la Première Guerre mondiale en 1919. Le peuple, encore traumatisé par l'hécatombe de ce conflit, aspirait légitimement à la paix. Cela est bien sûr compréhensible. Il y eut bien sûr des expressions de réprobation, des communiqués de condamnation, mais la réaction des Alliés s'arrêta là. Hitler a reconnu, bien plus tard, que cette occupation de la Rhénanie avait été pour lui comme un coup de dé. Si les Alliés avaient réagi militairement, l'armée allemande de l'époque aurait été balayée. 2 ans plus tard, le 12 mars 1938, l'Allemagne nazie occupa sans coup férir l'Autriche, dont l'existence en tant qu'État indépendant était pourtant garantie par ces mêmes traités qui mirent fin à la Première Guerre mondiale. Ces traités interdisaient d'ailleurs clairement une éventuelle union entre les deux nations germanophones. Cette fois-là encore, les alliés occidentaux n'ont pas réagi, mis à part les habituelles protestations. Après tout, on n'allait pas se battre pour l'indépendance de l'Autriche, un pays de langue et de culture allemande, dont la population venait d'ailleurs d'accueillir les troupes allemandes avec un apparent enthousiasme. Cette annexion allait sans doute mettre fin aux revendications de Berlin, comme Hitler lui-même l'avait affirmé. Si, pour la sauvegarde de la paix en Europe, il fallait sacrifier l'Autriche indépendante et démocratique, pourquoi pas ? Malheureusement, 6 mois plus tard, les 29 et 30 septembre 1938, Hitler déclara vouloir
libérer les Allemands des Sudètes de ce qu'il appelait l'oppression tchécoslovaque. La Tchécoslovaquie était l'un de ces nouveaux pays nés du démembrement voulu par les Alliés de l'Empire austro-hongrois à la fin de la Première Guerre mondiale. L'existence de ce pays ainsi que son indépendance était garantie par le traité de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919. Or, les frontières dessinées par ce traité englobaient certaines minorités qui n'étaient ni tchèques ni slovaques. C'était en particulier le cas de populations germanophones qui étaient majoritaires dans certains districts situés le long des frontières allemandes et autrichiennes, en Bohême, en Moravie et en Silésie. Hitler revendiqua donc ces districts tout en affirmant haut et fort qu'une fois que ce problème aurait été résolu, l'Allemagne aurait atteint tous ses objectifs territoriaux et qu'ainsi, je le cite, l'Europe connaîtra ensuite la paix pour 1000 ans. À l'initiative du dictateur italien Mussolini, une conférence rassemblant, outre lui-même, le Premier ministre britannique Chamberlain, le président du Conseil français Daladier et le Führer allemand Hitler, eut lieu à Munich sans que la Tchécoslovaquie n'ait été invitée. Cette conférence se solda par la signature par les 4 dirigeants des accords de Munich, qui donnaient gain de cause à Hitler. Les zones à majorité germanophone seraient intégrées au Reich allemand. Les autorités tchèques devaient les évacuer avant le 10 octobre. Le 21 octobre suivant, les populations des Sudètes devenaient des citoyens allemands sans qu'un seul coup de feu n'eût été tiré. C'est ainsi que des mines de lignite et des industries passèrent sous le contrôle allemand. Elles allaient bientôt se révéler très utiles aux ambitions d'Hitler. La Tchécoslovaquie avait perdu en quelques semaines 41 000 km² et près de 5 millions d'habitants. À son retour à Londres, Chamberlain reçut un accueil triomphal et fut même surnommé « The Peacemaker », le faiseur de paix. Daladier, quant à lui, s'attendait à être hué à son arrivée à l'aéroport du Bourget pour avoir abandonné la Tchécoslovaquie à son triste sort. Pourtant, lui aussi fut acclamé. Contrairement à son homologue britannique, il était pourtant sans illusion quant à la valeur des engagements de Hitler. Les engagements en question durèrent 5 mois seulement, puisque, dès le 15 mars 1939, l'armée allemande envahit la Bohême et la Moravie, c'est-à-dire la partie tchèque de la Tchécoslovaquie. Un soi-disant protectorat de Bohême et Moravie fut aussitôt créé, qui masquait bien mal une annexion pure et simple au Troisième Reich. Le 14 mars, veille de l'entrée de la Wehrmacht dans la partie occidentale du pays, la Slovaquie, c'est-à-dire la partie orientale, avait proclamé son indépendance avec l'appui de Berlin. Le chef de ce nouveau pays était un prêtre catholique, le père Joseph Tiso, qui signa l'année suivante le pacte tripartite qui liait militairement l'Allemagne, l'Italie et le Japon. C'est ainsi que des troupes slovaques furent ensuite engagées aux côtés des forces allemandes et italiennes sur les différents théâtres d'opération de la Seconde Guerre mondiale. Le 15 mars 1939, les anciens alliés de la Tchécoslovaquie ne réagirent pas plus que lors des provocations hitlériennes précédentes. Ils se contentèrent à nouveau de protestations de pure forme. Hitler était donc convaincu qu'il avait les mains libres pour s'attaquer à sa proie suivante, la Pologne. Le 31 août 1939, le régime nazi monta une fausse attaque polonaise contre un émetteur radio de la ville allemande frontalière de Gleiwitz. C'est cet incident, fabriqué de toutes pièces, qui servit de justificatif à l'Allemagne pour lancer, dès le lendemain, l'invasion de la Pologne. Britanniques et Français lancèrent alors un ultimatum à Hitler
que celui-ci ignora cet ultimatum, le sommet de retirer ses troupes de Pologne. 2 jours plus tard, le 3 septembre, la guerre fut déclarée à l'Allemagne. Mais là encore, ce fut une déclaration de guerre sur le papier, puisque les 2 pays ne se risquèrent pas à attaquer l'Allemagne. Le 9 septembre 1939, 4 divisions blindées françaises s'enfoncèrent en Sarre, sur une dizaine de kilomètres, sans rencontrer de résistance de la part des Allemands. Le 21 septembre, le commandant en chef français, le général Gamelin, donna à ses troupes l'ordre de se replier en territoire français. Les généraux allemands racontèrent dans leurs souvenirs que si les Français avaient poursuivi leur offensive, le sort de la guerre en eût été changé, car l'essentiel des forces allemandes était alors occupé en Pologne. Ce retrait français permit aux Allemands d'achever en toute tranquillité, d'écraser la malheureuse Pologne et ensuite de profiter de la drôle de guerre pour préparer leur offensive générale à l'ouest, lancée en mai 1940 contre les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg neutres, et contre la France. La suite est connue. J'ai tenu à raconter le début du conflit pour montrer que même après la déclaration de guerre, Français et Britanniques cherchèrent à ménager Hitler. Je n'ai fait que résumer les provocations hitlériennes en matière de relations internationales. J'ai cependant omis de mentionner les développements internes à l'Allemagne nazie, l'interdiction des partis politiques autres que le Parti national-socialiste, quelques semaines seulement après l'arrivée au pouvoir de Hitler, l'ouverture simultanée des premiers camps de concentration pour y enfermer communistes, socialistes et autres, les lois raciales de Nuremberg du 15 septembre 1935 qui, faisant suite au décret d'avril 1933 qui avait déjà exclu les Juifs de la fonction publique, plaçaient les Juifs allemands en marge de la société de leur pays en leur interdisant toute relation avec les Allemands non juifs. Et enfin, la tristement célèbre Nuit de cristal du 9 au 10 novembre 1938, véritable pogrom qui causa la mort de plus de 2000 Juifs et qui fut suivi de la déportation de 30 000 autres vers les camps de concentration. Tout cela ne suscita aucune réaction ferme de la part des gouvernements français, britanniques ou états-uniens. En effet, pourquoi auraient-ils réagi, puisqu'il ne s'agissait là que d'affaires intérieures d'un pays souverain, pays que, nous l'avons vu, on cherchait à ménager. Pire, on refusa d'accueillir nombre de Juifs allemands qui avaient tenté de fuir leur pays. Comparaison n'est pas raison, dit-on. Je vais cependant résumer à présent une autre chronologie, celle des provocations turques, qui, elles aussi, n'ont guère suscité de réaction de la part des pays européens ou des États-Unis. Rappelons que la Turquie est un membre important de l'OTAN et que son territoire abrite des bases militaires états-uniennes qui constituaient un élément de dissuasion à l'époque de la guerre froide. Entre le 20 juillet et le 18 août 1974, la Turquie a envahi la République de Chypre. Son armée a massacré des prisonniers de guerre chypriotes, procédé à un nettoyage ethnique de la zone dont elle avait pris le contrôle, contraignant des dizaines de milliers de Chypriotes à tout abandonner pour aller s'entasser dans des camps de personnes déplacées au sud de l'île. Depuis ce triste été 1974, l'armée turque n'a pas quitté Chypre. Elle en occupe 38%, y compris la partie nord de sa capitale, Nicosie. 40 000 soldats turcs sont encore stationnés dans le nord de l'île. 200 000 colons venus de Turquie ont été installés dans cette zone occupée, sur les terres et dans les maisons de ceux qui avaient été chassés en 1974. Il s'agissait de modifier la composition ethnique de la population de l'île afin de renforcer sa composante turcophone qui était très minoritaire avant l'invasion.
Aujourd'hui, en zone occupée, 2 habitants sur 3 sont originaires de Turquie et non de Chypre. En 2004, la République de Chypre est entrée à l'Union européenne. La Turquie, quant à elle, aspire depuis plus d'un demi-siècle à y adhérer. Cependant, elle ne reconnaît toujours pas l'un des pays membres de cette union, la République de Chypre. Pire, elle a établi un blocus de fait de ce pays en interdisant aux navires battant pavillon chypriote d'entrer dans ses ports ou aux avions en provenance ou à destination de Chypre de se poser dans ses aéroports. La Turquie ne reconnaît que la République turque de Chypre Nord, un État fantoche qu'elle a elle-même installé dans sa zone occupée et qu'elle est le seul pays au monde à reconnaître. Qu'ont fait les Européens ou les États-Unis depuis 1974 pour soutenir Chypre face à son grand voisin? Bien peu de choses en vérité. Une force des Nations Unies continue, depuis 46 ans, à être stationnée sur la ligne de démarcation, perpétuant ainsi la séparation entre les deux communautés de l'île. Pire, l'occupation et la colonisation de ce pays membre de l'Union européenne n'empêchent pas la poursuite des négociations avec la Turquie en vue de son hypothétique adhésion. Depuis 2011, la Turquie d'Erdogan a joué un rôle très néfaste dans le conflit syrien, n'hésitant pas à soutenir l'État islamique, Daesh, en sous-main, avant d'envahir le pays à partir de 2016, afin d'y détruire la résistance kurde syrienne qui avait pourtant lutté efficacement contre ce fameux État islamique aux côtés des Occidentaux. Qu'ont fait ces pays occidentaux pour soutenir leurs alliés kurdes? Rien. Ils les ont laissés être repoussés par l'armée kurde, qui a ensuite installé une zone tampon au sud de sa frontière, dans le nord de la Syrie, dans laquelle elle a remplacé la population kurde par une population arabe qui lui est loyale. Cette intervention militaire turque en Syrie se poursuit encore aujourd'hui. Elle s'est même prolongée en Irak, où, là aussi, les militaires turcs tentent d'éliminer la résistance kurde, qu'elle soit turque, syrienne ou irakienne. En 2020, la Turquie est intervenue en Libye, pays déchiré, comme on le sait, par une guerre civile sanglante depuis la chute du colonel Kadhafi. Erdogan a pris parti pour le gouvernement installé à Tripoli, et il lui a envoyé des armes, des munitions, des conseillers militaires et même des troupes composées de mercenaires arabes recrutés en Syrie. C'est sans doute cette intervention turque qui a fait échouer l'offensive des forces du maréchal Haftar, venu de l'est du pays, contre Tripoli. L'été dernier, la Turquie a envoyé un navire prospecter en Méditerranée orientale, dans les zones économiques exclusives de la Grèce et de Chypre. Cette mer recèlerait de grandes réserves de gaz et peut-être même de pétrole. Depuis des années, Erdogan tentait d'empêcher Chypre de prospecter dans sa zone économique exclusive. Désormais, la Turquie semble être résolue à se lancer dans l'exploitation de ses hydrocarbures dans les eaux grecques et chypriotes. La France seule a réagi en apportant son soutien à la Grèce et à Chypre, allant jusqu'à vendre quelques rafales à l'ami grec. L'Allemagne, quant à elle, est restée silencieuse, ainsi d'ailleurs que les États-Unis. Le 27 septembre dernier, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire contre l'Artsakh arménien, c'est-à-dire contre le Haut-Karabakh, avec le soutien militaire et diplomatique actif de la Turquie. Cette offensive se poursuit encore, causant la mort de milliers de militaires et de civils. Les villes sont bombardées, la population civile fuit vers l'Arménie. Que fait l'Europe pour faire cesser cette offensive? Rien, ou presque. Même la Russie, qui est pourtant la première concernée dans le Caucase, semble ne pas réagir. 3 tentatives de cessez-le-feu ont déjà volé en éclats. La Turquie, elle, ne fait pas preuve de la même timidité. Les discours enflammés d'Erdogan ne font qu'attiser le conflit
et encourager les autorités de l'Azerbaïdjan à poursuivre la guerre. Ankara a même envoyé des mercenaires arabes, des djihadistes, recrutés par ses soins en Syrie et en Libye, et ensuite transportés dans des avions turcs jusqu'en Azerbaïdjan. Comme pour l'Allemagne nazie, je n'ai fait que relater les provocations turques en matière de relations internationales. Je n'ai pas mentionné la guerre intérieure que la Turquie mène depuis des décennies contre sa minorité kurde dans le sud-est du pays. Ce conflit, que l'on prétend de basse intensité, a pourtant fait des dizaines de milliers de victimes et causé le déplacement de populations civiles. Je n'ai pas non plus mentionné la répression qui s'est abattue sur l'opposition turque depuis la pseudo-tentative de coup d'État contre Erdogan en 2016. Des milliers de militaires, d'intellectuels, de fonctionnaires, de journalistes et d'opposants politiques croupissent depuis lors en prison. Je voudrais encore une fois mentionner le nom d'Ahmet Altan, ce grand journaliste et romancier turc qui est parvenu à écrire un livre formidable intitulé « Je ne reverrai plus le monde ». Il a écrit ce livre clandestinement sur des petits bouts de papier dans sa cellule, les faisant ensuite passer à l'extérieur grâce à ses avocats. Ce livre a été publié en France l'année dernière chez Actes Sud et à nouveau je voudrais en recommander vivement la lecture, ne serait-ce que par solidarité avec ce grand romancier turc. Je passerai également sous silence l'absence de liberté religieuse pour les minorités chrétiennes de Turquie. Tout cela, en effet, constitue des affaires intérieures à la Turquie, dont la souveraineté doit être respectée, n'est-ce pas? Je n'ai pas non plus évoqué les agissements de la Turquie en France et dans le reste de l'Europe, où des fondations financées par les autorités turques ont pris le contrôle de centaines de mosquées et d'associations cultuelles ou culturelles musulmanes. Il ne faudrait pourtant pas oublier que l'islam prôné par Erdogan est loin, très loin, d'être un islam modéré. Erdogan est en effet un musulman proche des frères musulmans. C'est donc un musulman fondamentaliste qui a fait régresser la Turquie, puisque les femmes qui ne portaient pas le voile le portent à nouveau, puisque la religion a fait son grand retour, la religion musulmane bien sûr, dans la sphère publique, alors que Mustafa Kemal Atatürk, le père fondateur de la Turquie moderne, l'en avait chassé. Le silence et l'inaction des Français, des Britanniques et des États-Uniens ont conduit à la Seconde Guerre mondiale, qui causa la destruction de la plus grande partie de l'Europe et la mort de dizaines de millions de personnes. Le même silence complice semble entourer les actions d'Erdogan à Chypre, en Syrie, en Irak, en Libye et en Artsakh. La communauté internationale va-t-elle attendre d'autres provocations, encore plus graves, de la part de l'autocrate turc pour enfin réagir? Pour terminer cet exposé historique, je voudrais rappeler à nos auditeurs que c'est un peu une coïncidence. Dans mon dernier livre paru en septembre dernier, le mois dernier donc, j'évoquais effectivement les menées turques en Méditerranée orientale et à Chypre, et également en Artsakh, au Haut-Karabakh. Cela même avant le déclenchement de la dernière offensive azerbaïdjanaise. Je ne sais pas si nous allons à nouveau subir un confinement. En tout cas, le confinement est propice à la lecture et je vous encouragerai à lire en particulier ce petit livre que j'ai intitulé « Nouveau prêche dans le désert »
2017-2020 et qui est édité chez les éditions Vincentello di Istria. Je vous remercie, chers amis auditeurs, pour votre attention et je vous souhaite bon courage pour les semaines à venir qui risquent d'être difficiles pour nous tous.